Le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, qui vient nous rejoindre. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Chabagnier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, autour de la table, il y avait une espèce de consensus autour du fait que l'effort n'était pas à la hauteur des enjeux. Comment est-ce que vous avez regardé ces annonces de François Bayrou ce soir, sachant qu'apparemment, vous êtes de nouveau sollicité l'automne prochain pour discuter entre partenaires sociaux de certains sujets, l'assurance chômage notamment. Hein. Comment vous abordez cette période de rentrée dans un Tout d'abord, à la CFTC, on a toujours eu conscience qu'il y avait un problème budgétaire, un problème de la dette et qu'il y avait des efforts à faire. Le sujet clé, c'était de savoir si les efforts seraient réellement partagés et équitables. C'est ça le sujet principal. Et on voit aujourd'hui dans les annonces du Premier ministre que les efforts ne sont pas partagés et équitables. Il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés aux salariés et aux retraités. Rien qui est demandé au niveau des entreprises. Vous aurez une contribution sur les grandes entreprises encore cette année qui sera... Contribution sur les grandes entreprises, mais vous avez vu que le Premier ministre a rapidement évoqué les 211 milliards d'aides aux entreprises suite au rapport du Sénat, en nous disant simplement une phrase, il y aura plus de simplification pour moins de normes et en parallèle. Voilà. Et en parallèle, moins d'aides et de subventions. Oui, enfin, c'est moins de normes. Tout ça sera tranché lors de la discussion budgétaire. Moins de normes, moins d'aides. Mais en fait, il n'y a aucune annonce sur des réductions d'aides. D'ailleurs, le rapport nous montre qu'on n'est même pas capable d'évaluer l'efficacité de ces aides-là. Donc, c'est une phrase. D'ailleurs, on nous avait prévenu en nous disant qu'il y aurait quelques mots sur les aides aux entreprises. Il y a eu quelques mots, mais aucune mesure annoncée. Par contre, de l'autre côté, côté salariés et côté retraités, il y a des mesures fortes. Suppression de 2 jours fériés, année blanche. Oui. Moi, j'aurais aimé que s'il y avait une année blanche, il y ait aussi une année blanche pour les entreprises. On n'a pas entendu parler d'année blanche pour les entreprises. Donc, c'est pas un effort qui est équitable et partagé. Et même sur les réductions des dépenses de l'État, on voit que les principales économies sont faites sur le non-remplacement des fonctionnaires. Donc, encore sur des salariés et sur les fonctionnaires. Non pas 2, mais sur 3. Voilà. 1 sur 3 qui est fait. Donc, c'est encore sur les salariés, sur les fonctionnaires et sur les retraités que l'effort est porté. Mais ce n'est pas un effort qui est justement réparti, juste et équitable. Je voudrais vous poser la question de l'assurance chômage, parce que vous allez vraisemblablement être appelé à rediscuter à peine 6 mois, je crois, après avoir adopté la dernière convention qui court jusqu'en 2028, hein, si ma mémoire est bonne. Oui. Vous allez devoir vous remettre autour de la table pour renégocier peut-être certains paramètres de l'indemnisation chômage. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Ça fuitait depuis quelques jours déjà. Hein, non, mais c'est la 4e réforme en 4 ans. Il y a d'ailleurs des réformes qui n'ont pas été mises en place, puisque la dernière réforme de l'assurance chômage n'a pas été retranscrite dans la loi. Rappelez-vous que le Premier ministre Attal, juste avant de partir, avait mis cette réforme en suspens. Donc lui-même avait mis cette réforme en suspens. Ensuite, il a demandé à Michel Barnier de la mettre en œuvre, alors que c'était sa réforme à lui qu'il avait mis lui-même en suspens. Ça n'a pas été fait puisque le gouvernement Barnier est tombé. Et là, ça revient sur le tapis avec le gouvernement Bayrou. Visiblement, il faut remettre le travail à l'ouvrage. Oui, mais écoutez, on n'arrête pas de discuter de l'assurance chômage. À chaque fois qu'on prend des décisions et qu'on fait une réforme, elles ne sont pas mises en œuvre. En tout cas, lorsqu'elles sont mises en œuvre, on n'a même pas le temps de les évaluer pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, qu'on en refait une autre. Enfin, ça devient juste un peu utopique, cette question de l'assurance chômage. Laissons pour une fois une réforme se mettre en place, l'évaluer, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et après on se remet autour de la table et on corrige. Ouais. Là, en fait, à chaque fois, on revient sans avoir évalué les précédentes. Alexandre, comment est-ce que vous regardez ? J'ai une question à vous poser par rapport à ça, parce que j'entends ce que vous dites, et avec raison. Mais est-ce que finalement, on n'est pas à chaque fois avec une réforme qui est par construction tellement insuffisante face à la montagne des problèmes, à l'Himalaya des problèmes, pour reprendre l'expression de François Bayrou, qu'en fait, le temps qu'on la sorte, qu'on la mette en œuvre, ou même pas qu'on la mette en œuvre, on est déjà rattrapé par la vague du passé et du poids du reste. Donc est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une remise à plat plus importante à opérer sur ce sujet comme d'autres, pour essayer vraiment de faire une bonne fois pour toutes un nombre de réformes qui tiennent dans la durée? Parce que sur les retraites, on voit bien qu'on y est à nouveau, sur l'assurance chômage, on y est à nouveau. Enfin, globalement, tous les sujets sont toujours en chantier parce que ça ne va jamais assez loin et qu'il en manque toujours. Je peux être d'accord sur un certain point. Il faudrait remettre ces questions dans un véritable chantier. Vous parliez des retraites à la CFTC. Ça fait très longtemps qu'on demande d'avoir une vraie réforme systémique. On était pour le régime universel par points et ne pas avoir des réformes systémiques qui en fait montrent une efficacité très réduite et on revient sur des réformes tous les 5 ans. Donc oui, il faudrait une vraie réforme systémique où on change carrément les paramètres. Sur l'assurance chômage,
les comptes sont quand même très différents par rapport à nos retraites. Les comptes ne sont pas si catastrophiques que ça à l'assurance chômage. Et c'est plutôt bien géré. On a eu ces dernières années des courbes qui allaient plutôt dans le bon sens avec des réductions très importantes des déficits. Donc je ne crois pas qu'on soit dans le même cas de figure. Il y a simplement qu'on ne laisse pas le temps à ces réformes de s'appliquer, qu'il y a des idéologies qui font qu'on fait tout et son contraire. Donc ça, c'est très problématique. Et surtout, je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, mais on ne s'attaque pas au vrai problème sur l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait des réformes qui diminuent le nombre de mois dans lequel on bénéficie du chômage. Et donc, on s'attaque aux plus précaires, aux gens les plus éloignés de l'emploi, et non pas à ceux qui optimisent le système, qui parfois n'est plus une assurance, mais qui est une façon de gérer sa vie professionnelle. Plus largement, je vous fais écouter Catherine Vautrin, là, qui vient de prendre la parole dans la foulée de François Bayrou et d'Éric Lombard, qui insiste justement sur la nécessité de tout faire pour sauvegarder le système de sécurité sociale à la française. Écoutez la ministre il y a quelques instants. Les réponses proposées aux Français nécessitent un effort de chacun dans 4 domaines. Responsabiliser et prévenir pour sauver ce système de santé. Adapter la politique familiale au parcours de vie aujourd'hui. Simplifier les minima sociaux et faire primer le travail et anticiper le défi du vieillissement. Voilà, on est effectivement, peut-être sur des rustines, on n'est pas dans de la réforme pure et simple, effectivement, qui serait souhaitable, mais comment voulez-vous vous lancer dans une énième réforme de la sécurité sociale à 1 an et demi d'une élection présidentielle? C'est mission impossible. C'est du structurel. Et le structurel, ça prend du temps pour former des gens. On a besoin de temps pour réformer les... Mais moi, je voudrais dire aussi qu'on devrait faire des études d'impact préalables. Parce qu'on regarde toujours après coup. Voilà, en disant ça n'a pas marché, mais on aurait pu le savoir peut-être avant, on aurait économisé du temps et des capitaux. Sur le chômage, il y a aussi une autre interprétation qu'on pourrait avoir qui consiste à dire si le système est protecteur. Alors c'est peut-être violent ce que je vais dire, mais le macroéconomiste le prend de cette façon. Si le système est trop protecteur, il devient, je dirais, contre-productif et pénalisant pour celui qui le protège, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle des trappes à chômage et des trappes à pauvreté. Oui. Donc quand on donne trop de protection, on induit de la part de l'individu un arbitrage en disant voilà ce que j'ai en étant au chômage, voilà ce que je pourrais obtenir en retournant sur le marché du travail. Et tout ce qu'il perd, tous les bénéfices qu'il perd, directs et indirects, parce qu'il a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, comme dirait Bastia, c'est-à-dire qu'il a des avantages même pour les transports, etc. Donc si l'individu est économiquement rationnel, il fait ce calcul et il se piège lui-même dans cette trappe à pauvreté, parce que c'est même pire qu'une trappe à chômage, c'est une trappe à pauvreté. Donc expliquer de façon concrète, rationnelle aux individus, on ne fait pas ça pour vous punir et pour vous rendre encore plus pauvre, on fait ça au contraire pour vous accompagner, vous donner une chance de sortir de la pauvreté. Mais ça, je peux partager. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais qu'on pouvait discuter de la problématique. Alors moi, j'ai appelé ça l'optimisation, mais on était à peu près dans la même considération. Quand on disait de faire un calcul rationnel, c'est de l'optimisation. Donc ça, c'est une discussion qui peut être intéressante. Sauf qu'on l'a jamais évoqué dans les négociations. Je n'ai parlé à 4 premiers ministres différents. On n'est jamais allé sur ces discussions-là. On va toujours sur pénaliser en fait ceux qui sont très éloignés de l'emploi, qui ont de véritables difficultés, les personnes les plus précaires, qui vont, elles, quasiment jusqu'au bout de leur mois d'indemnisation, parce que malheureusement, elles sont tellement éloignées qu'elles ne trouvent pas un travail, au lieu de travailler sur une véritable réflexion d'optimisation ou cette trappe à la pauvreté, comme vous avez pu dire, en restant sur l'assurance chômage. Donc ça peut être intéressant. Et sur les déclarations de Madame Vautrin, il y a des choses qui sont pas intéressantes. Alors d'abord, on pourrait avoir une réforme structurelle, et le sujet est intéressant de dire comment on finance notre modèle social. Qu'est-ce qui doit être financé par le travail? Qu'est-ce qui doit être financé par la fiscalité? C'est un vrai sujet intéressant. Moi, j'attends qu'on nous mette autour de la table. Alors là, il a fait sur au ce passage, il n'a fait que poser la question, mais il n'a pas apporté d'éléments de réponse. Je crois que c'est aux partenaires sociaux d'apporter. Donc moi, j'attends. Alors vous, votre réponse, voilà. Sur quoi vous faites. Comment financez-vous demain le système de protection sociale s'il doit l'être moins par le travail et plus par d'autres sources? Non, mais c'est une discussion à avoir. Vous avez votre avis sur le sujet? Non, mais ça sera une discussion à avoir. Mais sur l'assurance maladie, par exemple, je pense que ça doit être moins sur le travail
travail et plus sur de la fiscalité. Ça peut passer par de la CSG ou par autre chose. Sur la branche famille, je suis moins d'accord avec les déclarations parce que je pense que la problématique de financement de la branche famille, c'est que aujourd'hui, la branche famille n'est plus une politique familiale, c'est devenu une politique sociale. Et donc, si c'est une politique sociale, ça doit être financé par la fiscalité. Mais je trouve ça dramatique parce que je trouve qu'on devrait avoir une véritable politique familiale. Ça nous arrangerait d'ailleurs aussi pour les retraites. Et donc, si on a une véritable politique familiale qui a des conséquences sur le marché du travail, à ce moment-là, c'est pas anormal que le travail y participe. Donc, c'est une réflexion qui est un peu plus complexe que parfois ce qu'on veut entendre et qui mérite d'avoir une véritable négociation. Mais par contre, il y a quelques annonces que je peux partager sur l'assurance maladie, le non-remboursement, par exemple, des médicaments à faible rendu médical. Au bout d'un moment, quand on décide qu'un médicament est un placebo, je ne comprends pas que les médecins le prescrivent encore et qu'on le rembourse encore. Il y a des choses intéressantes sur, indirectement, on a parlé des cures thermales aujourd'hui. Alors je sais que ça va faire un tollé auprès des maires, mais enfin, on sait que plus de la moitié des cures thermales sont plus de confort que médical. Il y a déjà des choses, des études, on a déjà parlé de ce donc sujet, il y a des choses sur lesquelles on peut entendre. Donc ça, c'est pour du conjoncturel, et le structurel, c'est de remettre le sujet complet sur la table. Allez, 18h13,